Je vais passer la parole à Natalia Telepneva, qui va nous dire dans quelle université elle se trouve, et d'autre part, et surtout, je vous en remercie d'avance, nous parler des relations de l'Union soviétique et des mouvements nationalistes africains, qui est votre domaine de recherche. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonsoir plutôt. Très bien. Bonjour à tous. Je suis donc Natalia Telepneva. Je suis donc maître de conférence en histoire internationale à l'université de Strathclyde en Écosse. Donc voilà, ça c'est la bonne université en effet. Alors je comprends qu'en fait il est bien entendu c'est tard et beaucoup d'entre nous sommes fatigués après cette journée de réflexion, donc je vais être brève. Ce que je voudrais dire, c'est vous dire, en fait, donner quelques éléments sur la façon dont nous pouvons comprendre la politique soviétique en Afrique et peut-être également mettre en avant certains des points que certains d'entre vous ne connaissaient pas auparavant. Alors, tout d'abord, bien entendu, on a parlé de différentes périodes, mais moi, je vais parler de la période post-guerre, c'est-à-dire les années 50, bien entendu. C'est un moment de décolonisation en Afrique qui a été une période d'opportunité majeure pour l'Union soviétique. C'était également un moment d'opportunité, en fait, parce que de nombreux dirigeants africains s'intéressaient au socialisme comme moyen de surmonter les conséquences du colonialisme et cherchaient également le contact et le soutien des pays socialistes pour leurs projets de développement et de modernisation. Quant aux dirigeants des mouvements de libération africains comme l'ANC ou les mouvements de libération lusophones dans les colonies portugaises, les pays socialistes sont devenus également la seule source de soutien militaire à partir de 1960. Et au-delà. Le dirigeant soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, pensait également qu'en forgeant des alliances avec les mouvements de libération et les pays africains nouvellement indépendants, que l'Union soviétique pourrait également montrer le système socialiste en action et trouver de nouveaux alliés internationaux, bien entendu, lors de cette guerre froide. Alors, au cours des 5 dernières années, les archives russes ont déclassifié de manière sélective un grand nombre de dossiers sur les relations soviétiques, notamment sur les relations avec les mouvements de libération africains, et les nouveaux États indépendants. Alors, il s'agissait en fait d'un grand nombre d'archives donc été déclassifié, que j'ai utilisé pour mon livre qui s'intitule Cold War Liberation, The Soviet Union and the Collapse of Portuguese Empire in Africa, la libération lors de la guerre froide, l'Union soviétique et l'écroulement de l'Empire portugais en Afrique. Donc, il a été publié en 2022. Alors, comment je comprends la motivation soviétique, la politique soviétique en Afrique à partir des années 60 donc? Eh bien, tout d'abord, je voudrais souligner l'importance de l'élite, de ce que j'appelle l'élite bureaucratique ou diplomatique de rang intermédiaire pour comprendre la politique soviétique en Afrique. Alors, le point de départ ici, c'est que la politique africaine n'était pas un domaine de grande priorité pour les hauts dirigeants soviétiques. Dans d'autres domaines, en fait, comme les relations avec les États-Unis, l'Europe occidentale ou même la Chine, eh bien, c'était bien plus important. Par conséquent, comme je l'ai avancé, en fait, les fonctionnaires soviétiques de rang intermédiaire, entre guillemets, en particulier les membres du département international du PCUS, les diplomates, les journalistes internationaux, les membres des services de renseignement sur le terrain, ont joué un rôle important dans l'élaboration de l'opinion soviétique sur certains dirigeants africains et alliés. Donc, pour nombre de ces bureaucrates soviétiques, notamment des hommes pour la plupart, l'idéologie marxiste-léniniste était importante d'une certaine manière, dans la mesure où elle façonnait leur vision du monde et donc de leurs interlocuteurs africains.
Cependant, leurs interprétations, il faut garder présent à l'esprit, hein, leurs interprétations n'étaient pas figées et également les relations personnelles jouaient souvent un rôle clé avec leurs alliés africains notamment, à qui apporter une aide, etc. Par exemple, comme je l'expose dans mon livre, dans mon ouvrage, eh bien, j'ai regardé ces différentes relations et donc les Soviétiques ont développé des relations personnelles étroites avec Amilcar Cabral, qui était un éminent penseur africain, un dirigeant du Parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, étant donné les opinions marxistes de Cabral, mais aussi parce qu'il entretenait des relations personnelles avec les membres du département international. Par ailleurs, dans le même temps, les relations avec le leader du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, Agostinho Neto, étaient beaucoup plus complexes, même si Neto était également marxiste. Donc, pour comprendre tout cela, il faut creuser dans les relations qui existaient entre les différents leaders dans ce contexte élargi de ce tiers-monde, pour ainsi dire. Également, dans l'Éthiopie révolutionnaire des années 70, les diplomates soviétiques ont fait pression sur Moscou pour que Moscou soutienne Mengistu Haile Mariam à Addis Abeba, un officier de l'armée, en fait, hein, qui allait dominer la dictature militaire et qui allait déchaîner un régime de terreur sur ses ennemis internes. En fait, les diplomates soviétiques pensaient qu'il était préférable que le régime se concentre sur ses ennemis internes plutôt que sur les menaces extérieures, tout en essayant de maintenir leur alliance avec la Somalie, pays voisin. Donc, ce sont des éléments pragmatiques qui deviennent majeurs. Également, je dirais que dans l'ensemble, l'impact de ces alliances avec l'Union soviétique a été mitigé. Les Soviétiques ont d'une part, contribué à financer et armer la lutte contre la minorité blanche et le régime colonial en Afrique australe. Mais dans le même temps, le soutien soviétique et la guerre froide en général ont souvent renforcé le parti unique et le régime militaire en Afrique. Deuxième point que j'aimerais soulever, c'est ce que j'appelle la guerre froide au rabais, ou les services de renseignement soviétiques en Afrique. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que, notamment dans les années, à la fin des années 50, début des années 60, l'Union soviétique n'avait pas la capacité de projeter une puissance forte sur le continent africain, surtout par rapport à d'autres puissances coloniales qui existait alors. La crise de 1960 au Congo, au cours de laquelle le premier ministre du Congo, Patrice Lumumba, a été renversé, puis assassiné avec le soutien de l'ancien colonisateur, les Belges. Et cela a été avéré, donc. Donc, cela a également généré une forme d'anti-américanisme. Alors, de mon point de vue, par la suite, après cette crise, et comme je l'affirme dans ce livre, eh bien, les Soviétiques se sont fortement appuyés sur les renseignements secrets, non seulement comme source d'information, mais aussi comme une source d'influence. En fait, l'obtention de renseignements secrets était souvent assez bon marché et de nombreux dirigeants africains étaient prêts à travailler avec les Soviétiques parce que leurs objectifs étaient alignés, du moins le semblaient. Également, je n'exagérerai pas, et je vais le dire, l'influence et l'impact des services de renseignement soviétiques en Afrique, parce que souvent, leurs alliés africains pouvaient souvent façonner ces relations en fonction de leurs propres intérêts. Donc, j'ai écrit un article sur ce type de relation, par exemple avec Amilcar Cabral et les services de renseignement tchécoslovaques. Donc, à nouveau, les archives ne sont évidemment pas toujours une source fiable sur ce sujet. Les dossiers soviétiques sont toujours fermés. Est-ce que nous savons pour ce qui est notamment du KGB, du GRU en Afrique, et ce que nous savons des archives des pays socialistes, eh bien, c'est que parfois, c'est très exagéré.
Troisième point, peut-être un point qui est plus pertinent au sujet d'aujourd'hui, à savoir l'importance de souligner les relations soviétiques avec l'armée et la police africaine. Et à nouveau, le point que je voudrais évoquer ici, c'est que on peut voir l'importance de la technologie militaire soviétique en Afrique à partir des années 60. De manière globale, les Soviétiques ont commencé à courtiser activement l'armée et la police africaine à partir du milieu des années 60, après une série de coups d'État militaires en Afrique, tels qu'au Ghana, en Algérie, au Mali, et cela a montré l'importance de l'armée dans la politique postcoloniale. Également, la technologie militaire soviétique a fortement contribué à aider la guérilla dans la lutte anticoloniale en Afrique lusophone. Elle a également joué un rôle clé dans la guerre régulière, lors de la guerre dans différents contrats, par exemple la guerre du Biafra au Nigeria, mais également en Éthiopie et en Angola. Les Soviétiques ont également mis l'accent sur la formation des militaires africains en URSS, en estimant que cette formation permettrait d'éduquer les amis de l'URSS, ces hommes, parce qu'ils étaient... En fait, voilà, il s'agissait d'éduquer les amis du RSS, comme je le disais. Alors, bien que les ventes d'armes à l'Afrique en provenance de l'Europe de l'Est socialiste avaient une base commerciale très claire, eh bien, je dirais que ces transferts en provenance de l'URSS étaient principalement motivés par des raisons idéologiques et liées à la guerre froide. Cela ne signifie pas, bien entendu, que les citoyens soviétiques n'ont pas tiré d'avantages pécuniaires de leurs affectations à l'étranger. Bien sûr, c'était le cas. Bien sûr, ils ont tiré des avantages pécuniaires. Mais travailler à l'étranger en URSS, c'était un privilège qui apportait des gains matériels. Donc voilà, il s'agit des motivations personnelles qui étaient souvent complexes. Et donc, jusqu'à l'effondrement de l'URSS, il y a un débat assez vif qui existe sur l'importance de l'Afrique pour la place de l'Union soviétique dans le monde, notamment en tant que tête administrative scientifique. Et je dirais que ce débat n'a jamais été résolu. Toutefois, notamment après l'effondrement de l'URSS. Cependant, l'héritage du soutien soviétique et de l'appréciation générale de sa technologie militaire dans beaucoup de pays africains a sans doute perduré après l'effondrement de l'URSS. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci.